Une seule trahison peut-elle détruire 20 ans de mariage? Vous faites des projets d'avenir pendant que la personne à vos côtés construit déjà un autre avenir, sans vous. Parfois, ce n'est pas le cri, mais le silence qui tue les relations. Quand un époux dort dans une autre chambre, quand les enfants découvrent l'infidélité avant vous et doivent choisir un camp, une famille, apparemment solide, s'effondre. Pas à cause de la pauvreté, pas à cause de la maladie, mais à cause d'un seul choix, se glisser dans le mauvais lit. Et maintenant la question, faut-il pardonner l'infidélité pour les enfants? Ou au contraire, c'est justement pour eux qu'il faut mettre un point final. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Écrivez un commentaire de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait chez vous en ce moment, pluie, neige ou soleil. Ici, vous entendrez des récits où chaque « je t'aime » est mis à l'épreuve et chaque trahison a son prix. Restez jusqu'à la fin. Cette histoire pourrait ressembler à la vôtre, ou vous avertir de ce qui pourrait encore arriver. Le soir, Christophe proposa à sa femme « Écoute, si on allait au chalet vendredi ?» Elle répondit « Et qu'est-ce que j'irais faire là-bas? Encore saler tes cornichons et mettre tes tomates en conserve ?» Il protesta « Véronique, tu as tort. On emmènera les enfants. Ils nous aideront à récolter. Il reste beaucoup de choses. Bien sûr, les carottes et les betteraves, je les déterrerai moi-même mi-septembre. Mais il faut ramasser l'ail d'hiver maintenant. Si on rate la période, l'ail va jaunir. Et puis il faut aussi récolter les oignons. Tu veux occuper les enfants au chalet toute l'année, demanda-t-elle. Et qu'est-ce qu'ils emporteront à l'université en partant après les vacances? Ils prendront ce qu'on leur donnera. Et qu'est-ce qu'on leur donnera si on n'a aucune réserve? Bon, allez-y. Mais je ne serai pas avec vous vendredi. Je dormirai à la maison. Il s'étonna. Tu ne peux pas te libérer du travail? Christophe, le 3e trimestre se termine et on nous a envoyé de nouveaux formulaires de comptabilité. Vendredi, en fin de journée, un spécialiste viendra nous former. Je ne sais pas quand ça se terminera, mais ce sera tard. Donc je n'arriverai pas au chalet et je vous rejoindrai samedi. Si je ne dors pas trop, je prendrai le premier bus. D'accord. Je prends un jour de congé et je pars avec les enfants pour la récolte. Tout se déroula comme Christophe l'avait prévu. Vendredi, il partit au chalet avec les enfants. Toute la journée, ils travaillèrent à ramasser la récolte, sans même s'arrêter pour déjeuner. Le soir, ils s'installèrent à table. Avis, leur fille, avait préparé le dîner, plutôt simple d'ailleurs. Une omelette revenue dans du lard. Le lard de porc était frais, avec des veines de viande, coupées en morceaux moyens. Des pommes de terre sautées et une salade de concombres et tomates fraîches à la crème étaient servies à part. Christophe posa une bouteille de cognac sur la table. Les fils échangèrent un regard surpris. Patrick dit « Avant, tu ne nous autorisais pas à boire. » Il répondit « Vous n'allez pas le faire maintenant non plus, c'est une boisson pour moi. Et puis, on va avoir une longue conversation. » Effectivement, ils parlèrent très longtemps et se couchèrent tard. Le lendemain, Véronique leur téléphona pour dire qu'elle serait au chalet vers midi. Elle arriva juste après le déjeuner. Elle entra dans la chambre, se changea et sortit au potager, surprise que personne ne soit venu l'accueillir. Elle demanda « Comment puis-je vous aider ?» Christophe répondit « Sans doute d'aucune façon. On a presque tout ramassé ici. Aide Alice. Elle met des cornichons en saumure. » Leur fille répliqua « Papa, je n'ai pas besoin d'aide. Que maman cueille des groseilles. » Le soir, ils se réunirent à nouveau autour de la table, cette fois en famille. Véronique remarqua que les enfants semblaient apathiques, mais attribua cela à leur fatigue après ces 2 jours d'efforts physiques. Le lendemain, ils se levèrent très tôt. Christophe démarra la voiture. Ils chargèrent la récolte et partirent pour la ville. Lundi, Christophe accompagna les enfants à la gare. Ils partaient pour leurs études et ne devaient revenir qu'aux vacances, juste avant le Nouvel An. Véronique n'avait pas pu les accompagner. Son travail ne lui permettait pas de s'absenter. Elle leur fit ses adieux à la maison. Après avoir reconduit les enfants, le soir, ils se mirent à dîner. Christophe se servit du cognac et proposa du vin à Véronique, mais elle refusa. « Non, Christophe, je prendrai aussi du cognac. Aujourd'hui est un jour important. Nos enfants sont devenus adultes. » Il acquiesça. « C'est vrai. Nous devons aussi déterminer la direction de notre vie. » Christophe versa le cognac dans les verres, en petite quantité, et proposa « À nos enfants, pour que tout se passe bien pour eux, pour que tout soit facile dans leur vie. »
Ils burent un peu, mangèrent quelques bouchées. Véronique demanda « D'où vient ce porc frais ?» Les voisins ont abattu un cochon. On leur a acheté la moitié de la carcasse. On en a mangé nous-mêmes et on en a donné aux enfants. Ils sont habitués et savent comment tout conserver. Oui, on a élevé des enfants sensés. Combien d'années heureuses avons-nous passées ensemble? On peut compter. Patrick a 20 ans. Ajoutons une année. Ça fait 21 ans. Tu oublies qu'on a fêté nos 21 ans il y a un mois. Il répondit « Je n'ai rien oublié. Je parle de nos années heureuses, de notre vraie relation. » Et ça a duré exactement 21 ans. Elle questionna « Christophe, que s'est-il passé ensuite ?» Ensuite, j'ai découvert ta liaison avec Gérard, et c'est là que notre mariage heureux s'est terminé. Tout ce mois, notre union n'était qu'une fiction. Je pense que tu n'as même pas remarqué qu'on s'est éloignés l'un de l'autre. Je ne dors plus dans la chambre depuis un mois. Quand tu as été invité au chalet, sachant que les enfants partiraient longtemps, tu as trouvé un prétexte pour passer du temps avec Gérard, et tu t'es caché derrière ce nouveau formulaire de comptabilité. Alors tu savais tout? Oui, je savais tout. Elle demanda « Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté? Tu es une grande fille, tu dois régler tes affaires toi-même. Tout en gardant à l'esprit que tu es mariée. Dis-moi, les enfants sont au courant? » Oui, ils savent. Vendredi au dîner, je leur ai tout raconté. Pourquoi? Pourquoi mêler les enfants à tout ça? Pour qu'ils soient préparés au fait qu'on n'est plus une famille? Mais autre chose m'a surpris. Comment ont-ils réagi? Pas exactement. Ils connaissaient ta liaison avec Gérard et ne savaient pas comment me le dire. Patrick, étant l'aîné, proposait de casser les jambes à ton Gérard. Je les ai arrêtés. Je leur ai dit qu'ils iraient en prison pour ça, alors qu'ils ont toute la vie devant eux. Comment pouvaient-ils le savoir? Pendant que tu prenais ton bain, tu parlais au téléphone avec ton ami et tu vantais ton amant sous tous les angles. Alice a tout entendu et l'a raconté à ses frères. Ils t'ont suivi. D'ailleurs, ils n'avaient pas besoin de la suivre. Tu as toi-même dit au téléphone où vivait Gérard. Pourquoi tu ne disais rien? J'ai découvert ton infidélité plus tôt, mais il était important pour moi qu'Alice termine le lycée et entre à l'université. Je ne voulais donc pas créer de tension. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je dois attendre de toi, des enfants? Qu'est-ce que tu leur as raconté exactement? Aux enfants, j'ai dit que tu ne leur avais rien fait de mal. Pendant toutes ces années, tu as été une mère idéale pour eux. Toi et moi avons fait un excellent travail. Nous avons élevé nos enfants et maintenant tous les trois étudient à l'université. Nous avons un appartement magnifique et un chalet. Mes parents t'aiment. Ne pense jamais que tu as mal agi envers les enfants. Et envers toi? Je pense que tu comprends tout toi-même. Écoute, tu es bien conservé pour ton âge. Tu as un beau teint, des cheveux impeccables. Ton corps est en bonne forme. Tu n'auras donc aucun problème dans la vie pour trouver d'autres compagnons. Bon, Gérard n'est pas mal non plus, mais il y a des inconvénients. Il est marié, et ses enfants ne sont pas encore grands. On ne sait pas comment ils vont réagir à ta présence. De plus, il a une dizaine d'années de moins que toi. Je te recommanderais donc de chercher un autre parti. Et quoi? Tu vas partir comme ça, simplement? Tu ne vas même pas te venger de moi? Me venger? C'est intéressant. Qui tire satisfaction de la vengeance? Celui qui se venge peut aussi en subir les conséquences. Et puis je n'en ai pas besoin. Alors tu veux divorcer? Quel sens y a-t-il à maintenir l'illusion d'une famille si elle n'existe pas? Christophe, je ne veux pas divorcer. Je t'aime, mais je ne pouvais simplement pas lui refuser quand il insistait. Il me semblait tellement séduisant qu'au début, je pensais être amoureuse de lui. Il m'attirait et je l'ai laissé me séduire. Mais j'ai tout de suite compris que je n'étais pas amoureuse de lui. Si tu as compris ça, pourquoi tu courais chez lui alors? Je ne sais pas. Une chose est claire pour moi. Il n'aurait jamais divorcé de sa femme. Et autre chose est évidente aussi. Il ne m'aurait jamais épousé. Qu'allons-nous faire? Peu m'importe ce que tu vas faire. Pour l'instant, je propose de partager les responsabilités. Je garde la chambre d'amis pour moi et je paierai une partie des charges. Nous aiderons tous les deux les enfants. Je vivrai au chalet, donc la voiture me revient. Je suis contre ton déménagement et je suis contre le divorce. Je ne reverrai plus Gérard. Comprends-moi, j'ai simplement fait une erreur. Je ne sais pas pourquoi, j'étais juste faible et incroyablement stupide. De plus, je pensais que tu m'aimais et que tu ne me quitterais jamais.
Je ne pensais pas qu'un tel jour pourrait arriver. Buvons un peu. Tu travailles demain. Et toi? J'ai pris des jours sans solde. Il faut que j'aille voir Laurent. Qu'est-ce qu'il a? Il est en oncologie. Il a appelé. Il m'a demandé de passer. Et sa femme, comment va-t-elle? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Bon, il est tard déjà. On boit. Et bonne nuit. Tu vas encore dormir à part? Qu'est-ce que tu attendais? Qu'après Gérard, je me précipite vers toi? Christophe, c'était une erreur. Une énorme erreur que je regrette profondément. En toutes ces années de mariage, il s'est produit un seul mauvais événement. Tu ne peux vraiment pas te forcer à me pardonner pour un seul mauvais acte pendant toute la durée de notre mariage. Est-ce que tout doit être perdu et jeté à la poubelle simplement parce que j'ai commis une erreur stupide? Véronique, ce n'était pas une seule erreur. La première a été commise quand tu t'es mise au lit avec un autre homme. Et aujourd'hui, je ne sais même pas s'il était le seul dans ta vie. La deuxième erreur, c'est que tu as annoncé ta victoire à toutes tes amies. Et nos enfants l'ont appris. Et eux, avec leur maximalisme de jeunesse, auraient pu commettre l'irréparable. Je parlerai aux enfants. Je leur demanderai pardon. Ce sont tes affaires, mais tu as complètement perdu ma confiance. Et un mariage ne peut exister sans confiance. Du moins, pas notre mariage. Et puis autre chose, à part les enfants, il y a nos parents. Nous devons tous les informer, et nous devrons probablement leur expliquer pourquoi nous divorçons. Je ne veux pas que tout le monde pense que c'est ma faute. Tout le monde doit savoir que ce n'est pas moi qui ai détruit notre mariage. Christophe but, mangea quelques bouchées, puis partit dans son bureau où il dormait depuis un mois. Il était satisfait d'avoir eu cette explication avec sa femme. Véronique finit aussi son cognac, mangea un peu, débarrassa la table et alla dans la chambre. Elle se changea rapidement et se glissa sous la couverture. Malgré tous ses efforts, les larmes coulèrent de ses yeux. Mais elle espérait encore que Christophe, par amour pour elle, reviendrait, et qu'avec le temps, ils vivraient ensemble comme avant. Le lendemain, Christophe se réveilla tard. Sa femme était déjà partie au travail. À ce moment-là, Patrick l'appela. « Papa, salut !»« Bonjour Patrick, vous êtes bien arrivé ?»« Merci papa, on est bien arrivé, on est en train de prendre le petit déjeuner. »« Et toi, comment ça va? Tu as parlé avec maman ?»« Oui, j'ai parlé. »« Tu lui as tout dit ?» Pourquoi est-ce que j'aurais tourné autour du pot? J'ai presque surmonté tout ça, même si je dirais que j'ai le cœur lourd. Comment elle a pris ça? Comme je m'y attendais. Et vous, comment vous percevez tout ça maintenant? Il n'y a pas vraiment d'avis unanime, mais on est entièrement de ton côté. Sur quoi il n'y a pas d'avis unanime? Sur nos relations avec maman, c'est-à-dire. Alice pense qu'on doit continuer à lui parler, et que ce qui s'est passé, ce sont uniquement vos affaires à vous deux. Marc, lui, est catégoriquement contre toute communication avec maman. Il la considère comme une traîtresse. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Papa, je ne sais pas. Est-ce qu'Alice et Marc m'entendent? Oui, je suis en haut-parleur. Les enfants, je soutiens la position d'Alice. Ce qui se passe entre moi et votre mère, c'est notre affaire. Ça ne doit pas vous concerner. Elle a été une bonne mère pour vous tout ce temps. Alors ne vous empressez pas de la rejeter. Marc demanda. Papa, et toi, tu ne la rejettes pas? Marc, c'est tout à fait différent pour moi. Malgré toute ma bonne volonté, je ne pourrais pas lui pardonner ce qu'elle a fait. Vivre avec elle serait un supplice quotidien pour moi. Je ne lui ferai jamais confiance. Vous avez vous-même vu qu'elle n'est pas venue avec nous au chalet vendredi, prétextant je ne sais quel rapport. Mais je sais avec certitude qu'elle a passé la nuit de vendredi à samedi avec son Gérard. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit maintenant? Elle va continuer à le voir? Non, elle a dit qu'elle romprait avec lui. Mais pourquoi devrais-je la croire? Et où est la garantie que demain un nouveau Gérard n'apparaîtra pas? Papa, je vais réfléchir. Mais elle ferait mieux de ne pas m'appeler pour l'instant. Je ne peux pas te promettre ça, d'autant plus qu'elle a dit qu'elle voulait vous parler. Quand va-t-elle appeler? Je ne sais pas, et je ne peux pas vérifier. Aujourd'hui, je pars au chalet. Je vais vivre là-bas pour l'instant. Et après? Une chambre dans l'appartement reste pour moi. Avant de partir, je vais installer un verrou et y ranger mes affaires. Bon, papa, on doit aller en cours. On se rappelle ce soir. Christophe se leva du lit, alla se laver, prit son petit déjeuner. Il examina le verrou de la porte de son bureau. Après quoi, il commença à y transporter ses affaires de tout l'appartement. Au passage, il en sortit les affaires de Véronique. Puis, s'étant habillé,
Il se rendit au centre clinique de soins palliatifs pour malades oncologiques. Son ami Laurent y était hospitalisé. Laurent avait toujours eu de la chance dans la vie. Il était en bonne santé, joyeux, bout en train. Il s'était marié tard, avec 10 ans de plus que sa femme. Elle lui avait donné une fille. Un jour, Laurent passait un examen médical, et le médecin n'avait pas aimé sa prise de sang. Des analyses supplémentaires avaient été effectuées, qui avaient confirmé qu'il avait un cancer. Il s'était soigné, mais tout cela ne donnait aucun résultat. Maintenant, il était au centre où on lui prodiguait des soins palliatifs. Plus simplement, un ensemble de mesures comprenant des interventions médicales, des mesures psychologiques et des soins, afin d'améliorer la qualité de vie. Christophe appelait régulièrement son ami et, dans la mesure du possible, lui rendait visite. Mais le tourbillon des événements de ces derniers jours dans sa propre vie l'avait empêché de venir depuis longtemps, se limitant aux appels téléphoniques. Il savait que la femme de Laurent venait voir son mari tous les jours. En chemin, Christophe s'arrêta au centre commercial, acheta des fruits et un verrou pour le bureau. Laurent était allongé sur son lit, éveillé. En voyant son ami, il s'assit et offrit une chaise à Christophe. « Où veux-tu que je mette les fruits ?»« Christophe, tu n'aurais pas dû te déranger. Ma table de nuit est pleine, et dans le frigo, j'ai toute une étagère. Sophie m'apporte quelque chose tous les jours. Elle viendra cet après-midi. » J'ai compris qu'elle avait trouvé du travail quelque part. Et en plus, j'ai appris qu'elle a loué notre appartement à quelqu'un. « Et où habite-t-elle avec ta fille ?» Notre fille a laissé échapper l'information pendant que Sophie allait laver les fruits. Elles vivent dans notre village de Chalais. Il y a une belle maison là-bas. Renseigne-toi sur ce qui se passe avec elle. Tu ne peux pas lui demander toi-même ? Je ne veux pas lui parler. De quoi ? Je n'ai aucune chance. Il me reste 1 mois à vivre. Je ne peux même plus me lever du lit. Ça va empirer. Je vais tout découvrir aujourd'hui même. Je te raconterai demain. Et toi, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai parlé avec le médecin. Il a dit qu'avec l'étendue du processus tumoral détecté, il était inapproprié de poursuivre des mesures thérapeutiques. Elles ne donneront rien. Christophe rentra chez lui, changea le verrou de la porte, rassembla les affaires nécessaires, et le soir se trouvait non loin du centre. Comme il le supposait, Sophie sortit de chez son mari avec sa fille vers 6 heures du soir. Elles montèrent dans un minibus et partirent vers le centre-ville. Elles descendirent non loin de là et entrèrent dans un immeuble. Christophe se souvenait que son ami y habitait. Quelque temps après, Sophie sortit et traversa les cours en direction d'un café dont elle franchit les portes. Christophe gara sa voiture et entra lui-même dans le café, voulant voir avec qui elle avait rendez-vous. Mais il ne la trouva pas dans la salle. En se débrouillant, il jeta un œil dans la zone de plonge et vit Sophie qui triait de la vaisselle. Il l'attendit après la fermeture du café et la rencontra dans la rue. Sophie marchait seule et il l'interpella. « Bonsoir. Christophe ? Qu'est-ce que tu fais ici si tard ? » « J'étais au café, il a fermé. Je rentre chez moi. Et toi, d'où viens-tu ? » « Je passais par là. » « Sophie, je vois que notre conversation ne mènera nulle part si nous nous induisons mutuellement en erreur. Je sais que tu lavais la vaisselle au café. Oui, c'est vrai, j'économise de l'argent pour le traitement de Laurent. J'ai aussi loué l'appartement en ville pour 8 mois. Et toi, avec ta fille, où est-ce que tu vis ? On a prise comme plongeuse au café, le temps que leur employé principal est en congé, mais ça se termine bientôt. Avec ma fille, on va aller vivre dans notre maison, au lotissement près de la ville. Là-bas, c'est bien, même s'il reste encore beaucoup de choses inachevées. Laurent n'a pas eu le temps de tout faire. Quand j'aurai réuni assez d'argent, je le ferai soigner, et alors il finira tout. On t'a promis de le guérir ? J'ai parlé avec le médecin. Il m'a donné un chiffre, mais pour l'instant, c'est hors de ma portée. Il a dit pourtant que c'était tout à fait possible. Quel médecin exactement ? Le docteur Julien Morel. Je lui ai déjà donné la moitié de la somme. Il m'a dit qu'on donnait déjà à Laurent un médicament importé. Il m'a même donné des comprimés pour moi, mais je ne les ai pas encore pris. Tant que tu n'as pas d'argent, adresse-toi à moi. Je réparerai ce qu'il faut. Tu as les comprimés sur toi ? Oui, là, dans mon sac. Sophie, je pense qu'on te trompe. Donne-moi ce médicament, je vais le faire vérifier. Et encore une chose, demain, retrouve Laurent dans l'après-midi, disons à 2 heures. J'y serai aussi. Et ne parle plus avec ce docteur Morel. Au moins, ma présence t'épargnera d'avoir affaire à lui. Mais à 2 heures, je récupère Lisa à l'école. Parfait, je viendrai à l'école et nous irons ensemble voir Laurent. Le lendemain,
Ils firent comme convenu. Mais dès le matin, Christophe passa voir un ami au commissariat et lui raconta ce qui arrivait à Laurent, ainsi que les manœuvres du docteur Morel. Son ami, le commandant Timothée Durand, l'écouta et fit venir un collègue. Christophe répéta son récit, et l'autre déclara « Bref, ce Julien Morel est dans notre viseur depuis longtemps. Ce n'est pas un oncologue, mais il a accès aux dossiers médicaux. Sophie n'est pas la première femme qu'il manipule. En général, après le décès du patient dans le service de soins palliatifs, suit la mort du conjoint, le plus souvent par surdosage. Vous pourrez faire quelque chose ? Sauver Laurent ? Probablement pas. En revanche, récupérer l'argent que Sophie lui a remis et faire condamner le docteur pour toute une série de crimes, oui, ça, on le pourra sans doute. Mais on aura besoin de votre aide. Que dois-je faire ? Amène Sophie ici. On préparera le matériel, on lui expliquera quoi faire et on lui donnera de l'argent marqué. Tout se passa comme prévu. Dès qu'ils entrèrent dans le service, Sophie aperçut Morel, s'excusa auprès de Christophe et dit « Va dans la chambre avec Lisa, je vais parler au docteur. » Puis elle entra dans son bureau, devant lequel attendaient 2 femmes et 2 hommes en pleine discussion. Christophe et Lisa se rendirent dans la chambre de Laurent, lui dirent que Sophie allait arriver, et effectivement, elle entra 5 minutes plus tard. Christophe vit bien que Laurent tenait à peine debout moralement. La douleur devait être terrible. Finalement, une infirmière entra, lui fit une injection, et il se sentit soulagé. Elle demanda aux visiteurs de quitter la chambre, car, selon le règlement, commençait l'heure de repos. Et en plus, Laurent devait s'endormir après la piqûre. Ils prirent congé de lui et sortirent sur la pointe des pieds. C'était un vendredi, et Sophie décida de partir au cottage. Il faut dire que les 2 amis avaient acheté leur maison de campagne dans ce lotissement en même temps. Autrefois, c'était un village, mais avec l'extension de la ville, la plupart des habitants avaient déménagé. Les maisons se vendaient à bas prix, même si beaucoup étaient déjà raccordés au gaz. De plus, à cause d'une erreur de tracé, une conduite d'égout destinée au centre commercial voisin passait juste à côté. Sauf que le centre commercial avait finalement été construit de l'autre côté de la route. À l'époque, cela avait fait scandale. Mais les constructeurs n'y étaient pour rien. Le centre était prévu beaucoup plus près, puis le projet avait été corrigé, donnant ce résultat étrange. Les habitants du lotissement ne s'étaient pas découragés et s'étaient branchés sur cette canalisation. Le seul vrai souci avait été le raccordement à l'eau potable. Il avait fallu tirer une conduite depuis le centre commercial, en obtenant une foule d'autorisations. Laurent avait voulu dès le départ une grande maison, et après l'achat, avait presque entièrement démonté l'ancienne bâtisse pour en construire une nouvelle, à 2 étages. Mais seul le premier niveau était habitable pour l'instant. Et encore, pas entièrement. Il manquait de l'argent et des forces. Christophe l'avait aidé autant qu'il le pouvait. Sophie avait mis au monde Lisa et ne pouvait pas participer aux travaux, même si elle brûlait d'envie de venir sur le chantier. « Je peux au moins te préparer à manger pendant que Lisa dort, » disait-elle. Mais Laurent, autant qu'il pouvait, protégeait Sophie de tout effort physique. Christophe vivait déjà dans son propre chalet et comptait y passer l'hiver. Il ne pensait plus à sa femme et ne répondait pas à ses appels. Il dit donc à Sophie « Je vais vous conduire là-bas, et samedi je passerai voir ce qu'il faut réparer chez vous. Lundi, je te déposerai au travail et Lisa à l'école. Tu veux savoir comment ça s'est passé avec le docteur ? Tout s'est bien déroulé. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à ne pas exploser. Après que je suis sorti de son bureau, les 2 femmes et les 2 hommes y sont entrés. Plus tard, j'ai vu des policiers en uniforme s'y diriger. Une policière m'a repris le micro en allant vers la chambre. Christophe conduisit Sophie et sa fille jusqu'à leur maison de campagne. Il entra à l'intérieur et examina l'ampleur des travaux. Au passage, il évalua les provisions et constata qu'elles étaient minimales. Il proposa « Sophie, laisse tes affaires, on va chez moi. Je vais préparer le dîner. J'ai une petite fête aujourd'hui. » « Laquelle ? » ?»« J'ai terminé ma récolte. Et chez vous ? Je vois que rien n'a été planté cette année. » »« Oui, le potager est envahi par les mauvaises herbes, et sérieusement. Chez moi, ma fille a préparé de la confiture de fraises et de prunes. Et puis la confiture de groseille à maquereau, dans une infusion de feuilles de cerisier, c'est un délice qui vous conquérera dès la première cuillère. Je ne sais pas, c'est très tentant. Alors c'est décidé. Ils arrivèrent au chalet de Christophe. Il éplucha rapidement les pommes de terre avec l'aide de Sophie, réchauffa des boulettes.
Lisa était assise et observait attentivement le processus de préparation. Puis elle demanda « Où est la confiture ?»« Laquelle ?»« Celle aux groseilles. » D'abord les pommes de terre avec les boulettes, ensuite les 3 types de confiture. Sophie demanda « Christophe, pourquoi ta femme n'est pas avec toi ? On se sépare en quelque sorte. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle s'est trouvée un garçon au travail. Ils ont un grand amour. J'ai donc décidé de rompre avec elle. Tu le lui as déjà dit ? Oui, bien sûr. Et les enfants ? Les enfants l'ont appris avant moi. Ce que nous avons vécu pendant ces 22 dernières années a été détruit par ce qu'elle a fait. En général, je considère que la confiance et l'honnêteté sont essentielles dans tout mariage. Quand c'est perdu, il n'y a plus de mariage. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec les pommes de terre ? On les fait bouillir ou frire ? Lisa annonça « Je veux des pommes de terre frites. La purée, j'en mange chez tante Valérie. » D'accord, des frites alors. Bientôt, les pommes de terre étaient sur la table. Ils réchauffèrent aussi les boulettes et préparèrent une petite salade de tomates fraîches et concombres avec des oignons assaisonnés de crème. À part, dans un grand bol, ils disposèrent de la caviar d'aubergine. Les pommes de terre furent réparties dans les assiettes. Lisa goûta le caviar, puis tira le bol vers elle et commença à le dévorer activement, l'étalant sur du pain. Sophie dit à sa fille « Tu ne veux pas nous en laisser un peu ?» Lisa répondit imperturbablement « J'ai vu qu'il y en a encore un pot là-bas. » Ils dînèrent. Sophie et Christophe s'absorbèrent dans leur conversation. Lisa, après avoir mangé 3 types de confiture, s'endormit directement à table. Christophe humecta une serviette, essuya le visage de Lisa pour enlever la confiture, la prit délicatement dans ses bras et l'emmena dans la chambre où dormaient autrefois ses fils. Il la coucha sur le lit. Sophie lui lança un regard interrogateur. Répondant à sa question muette, il dit « Laisse-la dormir. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de ramener Lisa chez vous. Il y a 2 lits ici. Couche-toi sur le 2e. Je vais te donner une de mes chemises propres. Et toi alors ? J'ai encore ma chambre et celle de ma fille. Maintenant, si tu ne veux plus manger, je vais débarrasser la cuisine, laver la vaisselle. Non, je n'ai plus faim. Tu veux de l'aide pour la vaisselle ? Non, va te coucher, repose-toi. Si Lisa a besoin d'aller aux toilettes, tu sais où c'est. Si tu as besoin d'une veilleuse, je vais t'en apporter une tout de suite. Christophe alla à la cuisine, débarrassa la table, lava la vaisselle. Une fois terminé, il activa son téléphone. Il y avait une masse d'appels de sa femme. Sa fille lui avait également téléphoné. Christophe ne rappela personne et alla se coucher. Se rappelant que Sophie et Lisa passaient la nuit chez lui, Christophe se réveilla tôt, passa à la cuisine et décida de préparer des crêpes pour le petit déjeuner de ses invités, qu'il servirait avec de la confiture. Quand la première fournée de crêpes fut prête, Lisa entra dans la cuisine, grimpa sur une chaise et demanda « Où est la confiture ?»« Tiens, voici celle aux framboises, celle-ci au cassis, celle-là aux fraises. Mais d'abord, va te laver. Où est-ce que je peux me laver ? Viens, je vais te montrer. Surtout, ne fais pas de bruit. Laisse ta maman dormir. » Christophe emmena Lisa dans la salle de bain, l'aida à se laver et lui donna une serviette. Après quoi, ils retournèrent à la cuisine. Il l'aida à s'asseoir sur la chaise et dit « Prends une cuillère et mange, n'importe quelle confiture. » Rassasiée, Lisa repoussa les coupelles. À ce moment, Sophie entra dans la cuisine. Voyant sa fille, le visage barbouillé de confiture, elle dit « Je vois que vous avez pris un petit déjeuner copieux. Sophie, va te laver et mets-toi à table. » Après le petit déjeuner, ils allèrent au chalet de Laurent. Sophie montra les outils disponibles dans la maison et dit « On chauffe, mais la nuit, il fait plutôt froid. C'est parce que votre 2e étage n'est pas isolé. La chaleur monte et chauffe la rue. Qu'est-ce que tu proposes ? On peut déjà isoler le 2e étage. Je vois que Laurent a préparé les matériaux. Les outils ne manquent pas. 2e option. Bloquer l'accès de la chaleur au 2e étage. Mais c'est plus compliqué. Pourquoi plus compliqué ? Il faudra revoir le système de chauffage en excluant le 2e étage. Et puis, vidanger le liquide de refroidissement du système du 2e étage, autrement dit, l'eau. Qu'est-ce qu'on choisit ? Isolons le 2e étage. Je vais aider. Lisa, qui assistait à la conversation, annonça « Moi aussi, je vais aider. » Et qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais passer les clous.
D'accord. Je propose qu'on aille maintenant voir Laurent à l'hôpital, puis qu'on revienne, qu'on déjeune et qu'on se mette au travail. C'est ce qu'ils firent. En chemin, ils s'arrêtèrent au centre commercial, achetèrent tout le nécessaire et arrivèrent au centre de soins palliatifs. Sophie et Lisa se rendirent directement dans la chambre, tandis que Christophe rencontra le médecin traitant qui était de garde ce jour-là. La conversation fut longue. Il s'excusa pour les agissements du docteur Morel et dit « En tant que médecin, il n'avait aucun rapport avec les soins dans notre service. L'enquêteur ne nous dit pas grand-chose, mais Morel a été arrêté. Le directeur du centre voulait savoir quand il sortirait. On lui a répondu qu'il n'avait aucune chance. Plusieurs meurtres commis par lui ont été prouvés. Le même sort attendait la femme de Laurent. Des comprimés qu'il lui avait donnés et qu'elle n'avait pas eu le temps de prendre étaient justement prévus pour ça. Quelles sont les chances de Laurent? Rien n'a changé. C'est même devenu pire. Combien de temps va-t-il tenir encore? Une semaine? Peut-être un peu moins ou un peu plus. Je ne sais même pas comment annoncer tout ça à sa femme. Peut-être pourriez-vous le lui dire? C'est difficile pour moi aussi de le lui dire. Je suis quand même son ami. Christophe sortit du bureau médical et à ce moment-là, son téléphone sonna. Il regarda. C'était sa fille qui appelait. Il répondit. « Alice, je t'écoute. »« Papa, salut. Je t'ai appelé hier, tu n'as pas répondu. Tout va bien pour toi? » ?»« Oui, tout va bien. Aucun problème. »« Toi, tu n'as pas de problème. Mais maman, si. Elle m'a appelé. Elle est complètement effondrée. Alice, elle a commis une grave erreur. Je ne peux pas l'ignorer. Et j'ai l'intention de divorcer. J'en ai déjà parlé. Donc, il n'y aura pas de pardon? Non, il n'y en aura pas. Dis-moi plutôt, comment se passent vos études? Où sont tes frères? On est tous là. J'ai mis le haut-parleur. Les cours se passent bien. On assiste aux cours magistraux. On écoute. Et Patrick a rencontré une fille. Où l'a-t-il rencontrée? On a eu une soirée pour le début de l'année universitaire. Et toi, tu n'as rencontré personne là-bas? Papa, je ne suis pas pressé, et je ne vois pas encore mon prince. Autour de moi, il n'y a que des chevaux sur lesquels les princes se déplacent, mais pas de princes eux-mêmes. Et toi, Marc? Papa, pour l'instant, je ne m'engage avec personne, et j'étudie, comme Alice. Après avoir terminé la conversation avec ses enfants, Christophe appela sa femme. Elle répondit rapidement et dit « Christophe, salut. Pourquoi tu n'as pas répondu hier? » J'étais occupé. À quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je voulais te parler, et je veux toujours. On peut se voir? Aujourd'hui, c'est impossible, je suis occupé. Qu'est-ce qui presse tant? Quand je suis rentré du travail hier, on m'a remis une assignation et une convocation au tribunal. Je n'arrive pas à croire que tu aies vraiment fait ça. Que tu aies simplement jeté notre mariage à la poubelle à cause d'une seule de mes erreurs. Véronique, si tu te souviens bien, c'était une liaison prolongée. Et dis-moi, aujourd'hui, as-tu rompu avec ton amant? Non, je n'ai pas encore parlé à Gérard. Tu n'as pas son numéro de téléphone? Si, mais je voulais tout discuter avec lui en personne. Tu vois, Véronique, nous n'avons rien à nous dire pour l'instant. Pourquoi? Tu vois que ton mariage s'effondre. Tu sais que ton amant est marié et ne t'épousera jamais, mais tu veux simplement tout discuter avec lui. Bref, on se verra au tribunal. Ne m'appelle plus. Après avoir terminé la conversation avec son mari, Véronique réfléchit. Elle comprit une chose. Elle n'aurait pas dû lui dire qu'elle n'avait pas rompu avec Gérard. Et en plus, qu'elle envisageait une conversation avec lui sous forme de discussion. En réalité, tous ces jours-ci, elle l'avait croisé au travail quelquefois. Mais il tournait déjà autour d'une jeune employée, l'ignorant complètement. Elle décida de l'appeler pour discuter de la rupture de leur relation. C'est ce qu'elle fit. Elle composa son numéro. Gérard répondit. « J'écoute ?»« Gérard, c'est Véronique, il faut qu'on parle. »« À quel sujet ? » ?»« Mon mari est au courant pour toi et notre relation. Mes enfants aussi le savent. Il y a un scandale dans la famille. Mon mari a demandé le divorce. Et alors, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? C'est ma faute si tu as sauté dans mon lit ? Je t'avais prévenu que j'avais une femme, des enfants, et que je ne comptais pas divorcer. Tu as voulu, sur tes vieux jours, remuer le sable ? Si tu veux, je peux te présenter à un copain. Moi, je suis déjà occupé. C'est-à-dire que tu me refiles comme un trophée qui passe de main en main ? Pourquoi comme un trophée ? Plutôt comme un fanion.
Pour un trophée, tu ne fais pas le poids. Allez, ramène-toi samedi soir à notre petit café. Je serai là avec Marine, du service de planification. Va te faire voir. Véronique raccrocha. Mais après avoir un peu réfléchi, elle passa au service de planification. Là, en triant des papiers dont elle n'avait pas vraiment besoin, elle obtint le numéro de téléphone du mari de Marine. Après quoi, elle retourna à son bureau et appela son mari. Christophe termina sa conversation avec sa femme et entra dans la chambre de Laurent. Sophie était assise près de Laurent et lui tenait la main. Lisa était installée à la petite table et mangeait une poire. Les yeux de Sophie étaient rougis de larmes. On voyait bien qu'ils avaient eu une conversation difficile. Christophe voulut les réconforter, mais ne savait pas comment faire. Sophie dit « Laurent m'a tout raconté. » Qu'est-ce qu'a dit le médecin traitant ? Il dit qu'il n'y a pas d'aggravation, mais il n'y a pas non plus d'amélioration. On peut le ramener à la maison ? Non, ici les infirmières sont à proximité et peuvent toujours lui faire une piqûre contre la douleur. Personne ne nous donnera ces piqûres. Et puis, qui ferait les injections ? Je peux faire une piqûre. Moi aussi, je peux en faire. Mais dans la journée, tu es au travail. Et moi, je vais bientôt reprendre. Il faut que tu t'occupes de Lisa. Laurent intervint dans la conversation. Sophie, il ne faut pas me ramener à la maison. Christophe a raison. Je dors la plupart du temps de toute façon. Et quand la douleur arrive, j'appelle l'infirmière et elle me fait une piqûre. Maintenant, partez. Je suis fatiguée. Je vais dormir un peu. Sophie décida. Je vais d'abord parler avec le médecin traitant. Elle sortit de la chambre. Laurent s'adressa à Christophe. « Christophe, tu divorces vraiment de Véronique ? Sophie te l'a raconté ? Je n'ai pas d'autres visiteurs. Oui, je divorce. Écoute, aide Sophie. Ce sera difficile pour elle quand je ne serai plus là. La vérité, c'est que c'est déjà difficile pour elle maintenant. Et moi, comme tu vois, je ne peux rien faire. Il faut encore élever Lisa. J'aide autant que je peux. Justement, j'isole le 2e étage de ton chalet. Il faut commencer par le grenier. Le matériel est déjà sur place. Ensuite, on s'occupera des murs du 2e étage. Je n'ai pas regardé le grenier. Dis-moi, c'est vrai que Sophie a dormi chez toi ? C'est vrai. J'ai regardé dans leur frigo, il y avait le strict minimum. Elle garde tout pour toi. Alors je les ai invités à dîner chez moi. Moi aussi, je vis au chalet. On a bien fait d'acheter ces maisons au bon moment. Pendant le dîner, Lisa s'est endormie. Alors je les ai installés dans la chambre de mes fils. Et où sont les tiens ? Je ne te l'ai pas dit ? Mes enfants sont tous dans la région. Ils étudient à la même université. Écoute, si tu penses quelque chose de mauvais sur moi et Sophie, enlève-toi ça de la tête. Simplement, ce médecin l'a trompé. Quel médecin ? Il y avait un spécialiste ici. Il lui a dit qu'un médicament importé pourrait t'aider, mais qu'il était très cher. Alors Sophie économisait pour ce médicament qui, soi-disant, était déjà administré. Et elle lui a donné la moitié de la somme. Comment puis-je voir ce médecin ? C'est peu probable. Il a été arrêté. L'argent sera rendu à Sophie, mais pas tout de suite. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Tout ce qu'elle fait maintenant est sous mon contrôle. Et l'argent, j'en ai. Mais tes enfants font des études. Je te l'ai dit, pour l'argent, tout va bien. Toi, tiens bon. Le médecin disait qu'il y avait eu des cas dans la pratique mondiale où, de façon inexplicable, des malades condamnés avaient survécu. L'important, c'est que tu crois à une issue heureuse. Et Sophie et Lisa, je les ai aidés et je continuerai à les aider. Samedi soir, Véronique se trouvait près du café où elle-même retrouvait Gérard. Bientôt apparurent Gérard et Marine. Ils entrèrent dans le café, s'installèrent dans un coin, loin de la scène. Ils passèrent commande, burent du vin et, avant d'être servis, allèrent danser. À ce moment, un homme costaud et imposant s'assit à leur table. Quand Gérard revint après la danse, l'homme se leva, attrapa Gérard par l'oreille et, malgré ses gesticulations, le sortit du café. Pendant ce temps, Marine était aux toilettes. Dès qu'elle revint et s'assit à la table, un homme s'installa en face d'elle et dit « Alors, tu devais rester chez ton ami ? Je l'ai bien vu, ton ami. » Marine était sous le choc. Le premier homme était le frère de son mari. Le second était son mari lui-même. Véronique ne resta pas pour voir ce qui allait leur arriver. Mais de l'endroit où elle observait, on entendait derrière l'angle du café où Gérard avait été emmené des coups méthodiques. Bientôt, un homme en sortit
et disparut dans l'obscurité. Pendant ce temps, Christophe quitta l'hôpital pour le chalet de Laurent. Sophie et Lisa l'accompagnèrent, disant qu'elles allaient aussi aider. Christophe accepta, mais posa une condition. Puisqu'il est bientôt l'heure du déjeuner, vous allez à mon chalet et vous préparez à manger. Vous m'appelez, je viens, et on déjeune tous ensemble. Je peux préparer chez moi ? Non, Sophie. Je vais travailler, scier, il y aura de la poussière, et ce n'est pas vraiment bon. Qu'est-ce qu'on prépare ? Je pense qu'on peut faire du bortsch pour le déjeuner, et des escalopes pour le plat principal. La viande pour les escalopes, je l'ai mise hier sur l'étagère du haut du frigo, elle devrait être décongelée. Il y a aussi de la viande pour le bortsch. Le chou est au potager, prenez n'importe lequel. Les betteraves, les carottes, dans la caisse dans l'entrée. Le reste, vous trouverez. Si besoin, appelez-moi. Et comme garniture pour le plat principal, purée de pommes de terre. Ajoute beaucoup de beurre. J'ai peur que mon lait ait tourné. Pourquoi ta viande est sur les étagères du haut ? Pour la décongélation ? Mais il fait froid là aussi. Non, on a un réfrigérateur à 2 compartiments. Dans ce type de frigo, sur les étagères du haut, il fait généralement plus chaud qu'en bas. On y observe une température maximale de 6 à 8 degrés. Au milieu du frigo, environ 5 degrés et en bas, 2 à 3 degrés. Moi, je mets le lait sur la porte, mais il tourne vite. C'est parce que la porte est l'endroit le plus chaud du réfrigérateur. Je te le dis en tant qu'ingénieur mécanicien spécialisé dans les installations frigorifiques. Bon, et des fruits, pourquoi ne gèle-t-il pas ? Les légumes et les fruits se conservent dans des bacs spéciaux. Bien qu'ils se trouvent dans la zone la plus froide, une température plus élevée y est maintenue, de 8 à 10 degrés. Cela est favorisé par la présence d'une étagère en verre au-dessus, qui empêche d'arriver de l'air froid. Bon, les filles, à vous le déjeuner. Voici la clé du chalet. Christophe se rendit au chalet de Laurent, monta au grenier et commença à disposer l'isolant. Laurent avait monté toute la laine minérale au grenier. Les planches pour le revêtement du sol y étaient également préparées. 2 heures plus tard, Sophie appela pour inviter à déjeuner. Christophe monta dans sa voiture, même s'il n'y avait que 2 maisons à passer. 3 minutes plus tard, ils se lavaient les mains dans la salle de bain. Ils s'installèrent à table et commencèrent à déjeuner. Après le déjeuner, Lisa annonça « Moi aussi, je vais aller construire le chalet avec mon ami. » « Quel ami ?»« Je l'ai trouvé dans la chambre. Il s'avéra que c'était une poupée appartenant à la fille de Christophe. » Il répondit « Si c'est avec une amie, alors c'est sérieux. Mais tu te souviens que tu as des devoirs à faire ?»« Je m'en souviens. Mais on n'a pas eu beaucoup de devoirs, et demain c'est dimanche. On va régler cette question avec maman. On fera comme elle dira. » Sophie décida. « On a déjeuné, je vais vite laver la vaisselle et on viendra t'aider. » Pendant que je lave la vaisselle, Lisa fait ses devoirs, puisqu'on ne lui en a pas donné beaucoup. « Qu'elle est rusée. Tu as dit je vais vite laver la vaisselle. Moi, je n'aurai pas le temps d'apprendre mes leçons. Au besoin, je t'aiderai un petit peu. » Pourquoi un petit peu ? Progressivement, samedi passa, et dimanche ne se distingua en rien de samedi. Ils allèrent aussi voir Laurent au centre, restèrent assis dans sa chambre. Puis ils s'occupèrent de l'isolation du grenier. Le soir, Sophie préparait ses vêtements pour aller travailler au bureau où elle était employée à mi-temps. La semaine de travail commença. Véronique entra dans son bureau. Des gens se rassemblaient progressivement. Les hommes disposaient leurs papiers. Les femmes se maquillaient, redessinaient leurs sourcils. La secrétaire du directeur entra et demanda à tous. « Les filles, quelqu'un sait ce qui est arrivé à Gérard ? » « Qu'est-ce qui vient ? » ?»« Il a appelé. Il a dit qu'il était en arrêt maladie et qu'après, il démissionnerait. » Une des filles dit « Je l'ai vu samedi au café. Il dansait avec Marine, du service de planification. Puis il a disparu quelque part. Il faut demander à Marine. » À ce moment, Marine entra dans le service, apportant des papiers. La secrétaire, en la regardant, demanda « Marine, qui t'a arrangé comme ça ? Même sous le maquillage, on voit les bleus. » « Je suis tombée. Sur le poing de ton mari ?» Et là, Marine fondit en larmes. Entre 2 sanglots, elle expliqua. « J'ai dit à mon mari que j'allais chez une amie et que je rentrerais vers 11h du soir. Je suis allée au café où j'ai retrouvé Gérard. Je pensais rester avec lui jusqu'à 10h, puis rentrer. On a bu, puis on a dansé. Et je suis allée aux toilettes. Quand je suis revenue à la table, mon mari était assis là, et Gérard avait disparu. Où il est,
Je ne sais pas. La secrétaire répondit, Nous, on sait. Il est en chirurgie. Gérard réapparut au travail 2 jours plus tard. Son visage était enflé, il boitait. On voyait des ecchymoses sous ses yeux, et son oreille était bleue. Au service du personnel, on lui demanda son arrêt maladie, mais il dit « Licenciez-moi à partir de lundi. Je n'ai pas d'arrêt maladie et je n'en aurai pas. Je me suis enfui de l'hôpital. » Véronique le croisa par hasard dans le couloir alors qu'il se rendait au bureau du directeur. Gérard la regarda méchamment et zézéia. « Dis-moi, c'est toi qui as fait ça ?» Véronique demanda « De quoi tu parles ?»« Arrête de faire l'idiote. Pour mon rendez-vous avec Marine, il n'y avait que toi et elle qui étiez au courant. Alors c'est toi qui t'es fait tabasser au café. Il semblerait que je ne sois pas la seule au courant du rendez-vous. Va demander à Marine. Elle est dans son service, toute couverte de bleu. On dirait que vous avez pris cher tous les deux. Pourquoi tu démissionnes ? On m'a dit que si on me revoyait près d'elle, la chirurgie ne m'aiderait plus. Pourquoi tu zézeilles ? On m'a cassé une partie des dents, et ma femme m'a viré de la maison. Et pourquoi, je vous le demande ? Je n'ai séduit ni toi, ni cette Marine. Et je n'ai rien eu avec elle non plus. Pas eu le temps ? On peut dire ça. Ici, on raconte déjà que tu as changé un tas d'entreprises à cause de tes conquêtes. Il est peut-être temps de fuir cette ville. Je ne sais pas quoi faire. Il y a encore ma femme qui va me coller une pension alimentaire. Il faut que je trouve une vieille, comme toi, me mettre sous son aile et ne plus bouger. C'est une vieille qu'il te faut. Avec tes dents, tu ne pourras manger que de la bouillie liquide. Et comme homme, tu n'as jamais été grand-chose. J'étais idiote de m'être lié avec toi. Véronique se retourna et partit dans son bureau. Là, on ne parlait que de ce coureur de jupons de Gérard. Christophe s'était installé dans sa routine. Le matin, il conduisait Lisa à l'école, Sophie au travail. Il reprit lui-même le travail, mais on lui proposa de prendre tous ses jours de récupération. Christophe accepta. L'avis de la direction, et donc, après avoir déposé Lisa et Sophie, il s'occupait de la rénovation de la maison de Laurent. Au fond de lui, il espérait qu'il guérirait miraculeusement, même s'il savait que c'était irréaliste. Un jour, le médecin l'appela et dit « L'état de Laurent s'est aggravé et nous sommes impuissants. » Sophie a reçu l'autorisation de rester en permanence dans la chambre avec son mari. Christophe prit soin de Lisa. Il la nourrissait, faisait les devoirs avec elle, lui lisait des livres, dessinait. Ensemble, ils posèrent le plancher du grenier en recouvrant la laine minérale de planches. Cela donna une pièce spacieuse. Lisa était très fière d'avoir passé les clous. Les appels quotidiens à Sophie étaient tristes. Laurent souffrait de douleurs et était la plupart du temps inconscient. En fin de semaine, Sophie annonça « Christophe, Laurent est mort. »« Sophie, attends, nous, on arrive avec Lisa. »« Pourquoi ? » ?»« Pour aider avec les documents. »« Excuse-moi, je suis un peu dans le brouillard. Comment va Lisa ? » ?»« Tout va bien. On a fait les devoirs, on a mangé. On va se préparer et on arrive bientôt. » Puis ce furent les funérailles, le repas commémoratif. Les amis et collègues de Laurent étaient présents. Le soir, ils arrivèrent au lotissement et entrèrent dans la maison de Christophe. Là, Sophie s'effondra sur une chaise, épuisée, et dit « Tu n'imagines pas à quel point je suis fatiguée. Tu veux dîner ? Non, je ne veux rien. Alors va te coucher, dors, je vais m'occuper de tout avec Lisa. Qu'est-ce que vous faites ? Aujourd'hui, plus rien. On va dîner, regarder la télé. Demain, dors. Je conduirai Lisa à l'école et je reviendrai. » Une semaine passa. Christophe se rendit au tribunal pour l'audience. Véronique était là. Ils entrèrent dans la salle. Après une courte délibération, compte tenu de la résistance de Véronique, il fut décidé de reporter l'affaire de 3 mois. Véronique demanda que, puisque Christophe n'était pas encore divorcé, il soit obligé de vivre à la maison. Le juge répondit « Malheureusement, la loi ne stipule pas que les personnes mariées sont obligées de vivre avec leur conjoint. Je rejette donc votre demande. » « Mais comment vais-je me réconcilier avec lui ?» Christophe continua d'aider Sophie tout en rénovant petit à petit le chalet de Laurent. Sophie et Lisa vivaient pratiquement chez lui. Sophie dit « C'est difficile pour moi de rester dans la maison que Laurent a construite. Tout me rappelle lui. » Sophie, restez aussi longtemps que nécessaire. Je ne vous chasse pas. Et même plus, tant que durent les travaux, il ne vaut mieux pas y vivre. Et Lisa est bien installée ici. Et moi,
Je ne m'ennuierai pas. Christophe, dis-moi, combien je te dois? Pourquoi? Tu nous as nourris, tu nous as véhiculés, tu fais des réparations. Laurent était mon ami, et je ne te l'ai pas dit, il m'a demandé de te soutenir. Quand? Le jour où tu as appris de lui qu'il n'avait aucune chance. Tu es allé voir le médecin, et je suis resté avec Lisa auprès de lui. En plus, je pense qu'il faudra encore ériger une pierre tombale pour Laurent. Avant le nouvel an eut lieu l'audience du tribunal qui prononça le divorce de Christophe et Véronique. Pour les fêtes, les enfants revinrent de l'université. Christophe les accueillit à la gare et demanda « Où va-t-on ?»« Papa, on a réfléchi et on a décidé qu'on allait vivre chez toi. Si tu n'es pas contre, on aimerait inviter maman à fêter le nouvel an avec nous. » Je ne suis pas contre, mais vous devez savoir, je ne vous l'ai pas dit, Laurent est mort. Sa femme et sa fille Lisa vivent chez moi. Et son appartement en centre-ville? Elle l'a loué jusqu'en mars. Au chalet, il fait froid. Pourquoi? Elle économisait de l'argent. Elle pensait pouvoir aider Laurent, mais ça n'a pas marché. Et toi, avec Sophie, c'est sérieux? Je ne sais pas encore comment elle va réagir. Demande-lui. Il ne faut pas se précipiter. Laurent vient juste de mourir, et j'irai déjà faire ma cour à sa femme. Et moi-même, je viens à peine de divorcer. La fille appela Véronique et demanda « Maman, comment ça va ?»« Nulle part, je travaille et je reste à la maison. »« Tu ne sors jamais ?»« Où sortir ? Je suis allé au café, mais c'est envahi de filles plus jeunes que toi. Dans les restaurants aussi. Les hommes me regardent comme une antiquité. Ils s'étonnent qu'une vieillerie comme moi aille encore au restaurant. »« Maman, au fait, on est déjà arrivé ?»« Qui ça, on ?»« Moi, Patrick et Marc. Papa nous a accueillis à la gare et nous a emmenés chez lui. Si tu veux, on vient chez toi maintenant. Et dans 2 jours, la petite amie de Patrick arrive. Bien sûr, venez, je vous attends. » Christophe appela un taxi et les enfants allèrent rendre visite à leur mère. Lui-même refusa d'y aller. Il dit « J'ai encore des choses à faire aujourd'hui. » Sophie, qui se trouvait aussi chez lui dit « Christophe, pourquoi tu ne veux pas aller leur rendre visite ? » Je n'en ai pas envie. Je vais m'occuper de Lisa. Christophe réfléchit. Il comprenait que les enfants voudraient fêter le nouvel an au chalet, avec leur mère. Mais comment Sophie allait-elle le prendre? Et comment Véronique réagirait, elle, à la présence de Lisa? Lisa s'était attachée à lui et passait volontiers du temps avec lui. Bien qu'en général, elle ressemblait à un petit diable. La solution vint de façon inattendue. Au travail, le directeur rassembla le personnel et annonça « Il faut remplir notre patinoire couverte pour la nuit du Nouvel An. Notre entreprise a reçu 50 invitations gratuites. » Christophe réagit rapidement et sortit bientôt du bureau avec les billets. Il passa voir le directeur de la patinoire qu'il connaissait personnellement et convint qu'on lui fournirait 4 chambres à l'hôtel des sportifs pour les fêtes de fin d'année. Puisque c'était Christophe qui assurait la présence de glace, on lui fit ce plaisir. L'hôtel et la patinoire formaient un seul bâtiment. Ils accueillirent la petite amie de Patrick. Véronique vint aussi à la gare faire sa connaissance. C'est là que Christophe lui annonça où il fêterait le Nouvel An. Il précisa « La nuit du Nouvel An, il y aura un spectacle sur glace, mais on le regardera depuis les tables. On a des invitations pour 8 personnes. Les tables ne sont pas en loge, pas loin de la patinoire où se dérouleront les principaux événements. À côté de nous, il y a aussi une piste de danse. Et ça se termine à quelle heure? À 5 heures du matin. Et où va-t-on dormir? À l'hôtel de la patinoire. J'ai réservé 4 chambres. Dans une chambre, Patrick et Hélène. Dans une autre, Alice et maman. Dans la 3e, moi et Marc. Dans la 4e, Sophie et Lisa. Le fait que Lisa et Sophie fêtent le Nouvel An avec nous n'est même pas à discuter. Les enfants acceptèrent assez calmement le fait que Christophe et Sophie entretenaient une relation proche. Mais à leur surprise, à ce stade, il n'y avait rien entre eux à part de l'amitié. Bien qu'ils aient remarqué qu'en réalité leur père avait remplacé le papa de Lisa. Dans une conversation avec Véronique, Alice dit « Maman, tu sais, Sophie est assez proche de papa. Je sais, je les ai vus plusieurs fois au centre commercial. » La fille de Sophie rayonnait de joie en tenant la main de Christophe. Et Christophe était heureux, comme à l'époque où tu es né. Il a 2 protecteurs maintenant, voilà une fille. Les garçons ont quelqu'un à protéger. Et c'était lui qui s'occupait de vous tous, pendant que je me remettais de mes accouchements. Tu n'imagines pas,
Patrick avait 2 ans, Marc 1 an, et toi tu ne faisais que pointer le bout de ton nez hors du berceau. Et moi, je tenais à peine debout et ne pouvais rien faire. Et maintenant ? Maintenant ? Je ne vais pas m'immiscer dans la relation de Christophe et Sophie. S'ils décident de fonder une famille, je n'en serai que ravi. En ce qui me concerne, quels que soient mes efforts, Christophe ne reviendra jamais. Et ainsi, au moins, nous resterons, sinon amis, du moins de bonnes connaissances. Finalement, Christophe et Sophie se marièrent 1 an plus tard. Véronique était aussi à leur mariage. Profitant d'un moment, elle dit à la mariée : « Sophie, accroche-toi à lui et ne le lâche jamais. » La plus heureuse au mariage fut Lisa, qui avait dérobé un pot de confiture de fraises dans les réserves de Christophe. Quand on l'a surpris, elle était en train de le finir. À la question de Sophie : « Ma chérie, tu ne nous en as pas laissé ?» Elle répondit : « Maman, il y a encore plein de pots, et celui-ci était plus facile à ouvrir. » Bientôt, Christophe adopta Lisa, mais elle l'appelait déjà papa depuis longtemps. Véronique continua de vivre seule, dans l'attente de ses enfants qui lui avaient pardonné et venaient pendant les vacances. Avec le temps, les préoccupations changèrent. Quand Patrick et Hélène, après avoir terminé l'université, vinrent vivre dans la même maison qu'elle et qu'ils eurent un fils, et c'est ainsi que cette histoire touche à sa fin. En réfléchissant à voix haute, on pourrait dire que la nature a horreur du vide. Christophe a été confronté à un choix difficile et il me semble qu'il a pris la bonne décision. L'infidélité ne peut être pardonnée, car après l'infidélité, il n'y a plus de confiance, et sans confiance, il n'y a plus de famille. Peut-être que cette histoire servira de leçon à beaucoup.